d'organisation qui permettent de ne décourager aucun élève quand c'est possible. Donc c'est assez proche des travaux sur la différenciation pédagogique. Le problème avec la différenciation pédagogique, c'est que ces derniers temps, les modèles les plus utilisés ont été étudiés avec beaucoup de perplexité. Voilà. Donc je vous avais envoyé par l'intermédiaire de Jérôme un document pour lancer un petit peu la discussion, qui modélise un petit peu ce que l'on sait aujourd'hui sur l'acte d'apprendre. Voilà. Sachant que la configuration actuelle, elle modifie de manière importante cette entrée. On peut pas demander aux enfants d'apprendre de la même manière parce que les conditions d'apprentissage, d'enseignement ne sont plus les mêmes. Voilà. Et ce qui change, c'est ce qu'on appelle la distanciation physique, c'est-à-dire l'impossibilité de pouvoir être en relation physique directe avec les enfants et que les enfants puissent mutuellement être en situation d'interaction physique. Voilà. Donc dans ces conditions-là où il y a de nombreux empêchements dans le métier d'enseigner, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est impossible, et puis qu'est-ce qui est possible mais très risqué du point de vue de l'enrôlement des élèves. Voilà. Donc j'ai regardé le document partagé que Jérôme a ouvert, j'ai pas repéré de notes spécifiques. Donc le principe c'est que vous preniez la parole, c'est donc soit avec le micro, soit en utilisant la discussion, et puis que voilà, nous passions cette heure à échanger à partir de vos idées, de vos questions, des quelques éléments sur les recherches en pédagogie auxquelles j'ai eu accès. Voilà. Alors, ce que je peux dire en introduction, en complément de ce qu'il y a dans la vidéo, c'est j'ai regardé là ces derniers jours ce que les travaux scientifiques ont pu mettre à jour en matière d'efficacité de l'enseignement à distance. Voilà. Alors, l'enseignement à distance tel qu'on le vit en ce moment là, en lien avec la pandémie, ça, personne n'a de recul pour l'instant. Il n'y a à ce jour aucune publication scientifique qui permet d'obtenir des éléments avec du recul par rapport à ce qui se vit. Donc tous les avis, même d'experts sur ce qu'il conviendrait de faire ou de ne pas faire, y compris les miens, hein, sont des avis qui n'ont pas une portée scientifique. C'est-à-dire ça ne s'appuie pas sur une collecte, une analyse et une réflexivité autour de données collectées en contexte d'enseignement en confinement. Voilà. Donc les seules choses qu'on peut faire aujourd'hui et sur lesquelles on peut s'appuyer, c'est de donner un avis plus ou moins expert en fonction de cadres théoriques qui sont à chaque fois différents, mais surtout, et c'est ça le problème, en appui sur des travaux qui sont dans des contextes différents de celui que l'on rencontre aujourd'hui. Voilà. La dernière grande pandémie, c'était la grippe espagnole, et il n'y a eu aucune recherche scientifique sur l'organisation d'un enseignement de masse tel qu'on le voit aujourd'hui à distance, avec les classes virtuelles, encore moins à cette époque-là. Alors, en revanche, ce qui existe, c'est l'enseignement à distance. Voilà, ça existe en France avec le CNED, qui a été monté pour ça. Dans les universités, là où je travaille, il y a des formations qui se font soit entièrement à distance, soit de manière hybride. Et donc là, dans ces contextes-là, il y a eu des recherches scientifiques. Et donc on a quelques éléments de recul par rapport à l'efficacité de ces modalités d'enseignement en comparaison de modalités d'enseignement en présentiel. Alors, ce qui est étonnant, c'est que il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Et moi, l'hypothèse que j'ai, c'est que s'il n'y a pas de beaucoup
de travaux à visée scientifique sur la recherche des taux de réussite de l'enseignement à distance, c'est parce qu'on est dans une période de valorisation de ces modalités d'enseignement. Alors pourquoi on veut le valoriser? Pour une raison précise, surtout dans des pays comme la France, c'est de faire des économies financières. Parce que l'enseignement à distance coûte bien moins cher en termes de personnel, en termes d'enseignants, de salaire d'enseignants, que ce qu'on vit dans des écoles où il y a de la rencontre physique entre les enfants et avec les enseignants. Voilà. Donc il n'y a pas énormément de littérature là-dessus, mais la littérature qui existe, elle concerne essentiellement ce qui se vit à l'université. Alors en France, il y a une spécialiste qui a fait des travaux, qui a largement publié, qui s'appelle Sandoz Benabid Zarouk, et qui a étudié l'efficacité de l'enseignement à distance auprès d'un public très spécifique, qui sont les étudiants qui passent les DAEU. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ça, les DAEU. C'est le diplôme d'accès aux études universitaires. C'est pour des personnes, jeunes ou moins jeunes, qui n'ont jamais eu l'opportunité d'obtenir un baccalauréat, de passer de suivre des enseignements équivalents, et en tout cas de passer un diplôme, non pas équivalent au bac, mais un diplôme qui, sans le bac, leur donne la possibilité de poursuivre à l'université leurs études. Et donc, comme le public qui s'inscrit dans les services de formation continue des universités pour passer les DAEU, c'est principalement des professionnels, les formateurs qui s'occupent de ces parcours ont organisé beaucoup d'enseignements à distance. Bon. Et donc, c'est dans ce contexte-là que cette chercheur a étudié l'efficacité de l'enseignement à distance. Et ces résultats, alors je pourrais vous donner les liens hein, si vous voulez, hein, mais ces résultats sont assez intéressants. Trois idées. La première idée, c'est que ce qui est le plus efficace, c'est l'enseignement en présentiel. Bon, ça on s'en doutait un peu. Alors dans ces études, elle compare trois types de modalités d'enseignement. L'enseignement en présentiel, avec des cours, l'enseignement par correspondance, avec des polycopies ou des PDF, et puis l'enseignement en classe virtuelle, l'enseignement en ligne. Voilà. Donc la première idée, c'est que l'enseignement en présentiel est beaucoup plus efficace en termes d'obtention du DAEU que les deux autres modalités. La deuxième conclusion qu'on peut tirer de ces travaux, c'est que, alors ça c'est très étonnant, c'est que les étudiants qui ont choisi la modalité de cours par correspondance obtiennent des taux de réussite supérieurs à ceux qui ont choisi pour l'enseignement en ligne, les classes virtuelles. Voilà. Alors c'est très étonnant. Bon, l'explication que j'ai, c'est que ce sont des travaux qui datent de 2011, qui ont été publiés en 2011. Sa dernière publication, cette chercheure, c'est 2013. Et donc on est sur des modalités de classe virtuelle qui n'avaient pas toute cette batterie de technologies numériques qu'on a aujourd'hui. Là, Alix me parlait tout à l'heure là d'une plateforme qui s'appelle CISO, dont elle me vantait les mérites dans le travail avec les enfants. Il en existe d'autres et effectivement, peut-être que si elle reconduisait à l'identique la méthodologie qu'elle a utilisée dans les années 2010, peut-être qu'il y aurait une inversion des résultats. La troisième et dernière conclusion que j'ai tirée de la lecture de ces travaux, c'est que ce qui crée le plus de différence dans le taux de réussite, c'est le taux d'abandon. C'est-à-dire que pourquoi les étudiants qui s'inscrivent en présentiel réussissent mieux, c'est parce que c'est là où il y a moins d'abandon. Et pourquoi il y a moins d'abandon? C'est parce que tous les jours, ou 2 ou 3 jours par semaine, il y a des cours, il y a des rendez-vous, il y a des enseignants qui font l'appel, qui prennent des nouvelles des personnes qui sont présentes. Il y a une rencontre humaine qui se crée entre les personnes. Rencontre humaine qui est beaucoup plus difficile, alors qu'il y a une existence avec les cours par correspondance, et qui même était certainement difficile avec les cours en ligne à cette époque-là. Voilà. Donc,
La troisième conclusion, c'est de dire que si on enlève des statistiques tous les étudiants qui ont abandonné, alors ça c'est très étonnant le résultat, c'est qu'il n'y a plus d'écart de réussite selon les formes d'enseignement choisies. C'est-à-dire que pour ceux qui sont restés, qui ont été assidus, il y a à peu près, c'est non significatif, hein, c'est-à-dire que c'est moins de 6% d'écart. Il y a à peu près le même nombre, le même pourcentage de réussite entre des étudiants qui sont en présentiel, en correspondance ou en enseignement en ligne. Voilà. Voilà, donc voilà les éléments qui nous permettent de se dire que dans ce contexte-là que l'on subit de classes confinées, d'enseignement en distance imposé et obligé, alors on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et le numérique nous offre bien plus de moyens que si on n'en avait pas. Donc ça c'est intéressant. Mais de fait, il y a quand même une sacrée déperdition. Et s'il y a une déperdition, c'est certainement parce que travailler sans être en relation directe avec un enseignant et avec des copains et des copines, ça pousse beaucoup d'élèves à l'abandon et au découragement. Voilà. Donc enseigner dans ces contextes-là, s'il y a une priorité, ça serait peut-être justement d'essayer de voir quelles sont les activités qui peuvent être proposées à distance pour éviter ces déperditions d'élèves et ces stratégies au final d'abandon progressif. Voilà. Alors voilà, dans les réalités dans les établissements de la mission laïque sont bien différentes et sont même différentes de ce que moi je peux la plupart du temps étudier en ce moment, c'est-à-dire dans des écoles en France, des écoles publiques, avec des enfants qui même souvent moi je travaille avec des enseignants qui sont en éducation prioritaire, où là effectivement c'est particulièrement dramatique ce qui est en train de se passer. Euh, je sais qu'il y a un certain nombre d'établissements de la mission laïque qui vivent ces réalités-là et d'autres qui ne les vivent pas du tout, avec des enfants qui ont des connexions à l'Internet qui sont solides et fiables et qui ont des conditions d'accès à des écrans et à des ordinateurs qui leur permettent individuellement de pouvoir rentrer en contact avec l'enseignant quand c'est organisé à cet effet. Voilà. Donc n'hésitez pas à réagir sur ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous préoccupe là d'un point de vue pédagogique dans ce travail, ce nouveau travail qu'on doit réinventer, d'enseigner en confinement. Voilà, qu'est-ce qui soulève le plus d'interrogations pour vous en tant qu'enseignant aujourd'hui? Alors euh, Selma explique que les élèves en troisième se démotivent. Alima, pensez-vous qu'on peut réellement parler d'enseignement à distance vu que ça a été improvisé et donc non préparé? C'est ce qu'on appelle enseignement à distance, c'est déconnecté du fait que ce soit préparé ou pas. Effectivement, là, s'il y a quelque chose de remarquable dans la profession des enseignants en ce moment, c'est quelque chose qui pourra plus jamais leur être reproché, c'est la faculté dont on fait montre tous les enseignants d'une adaptation soudaine à quelque chose qui en plus pouvait les toucher individuellement. Bon, donc, donc là il n'y a pas eu de préparation parce qu'il y a eu cette obligation de s'adapter et d'inventer de nouvelles façons d'enseigner. Bon, mais un enseignement à distance ne se caractérise pas par sa préparation. Voilà. Là, ce qu'on fait, moi, ce que je fais avec les étudiants, c'est de l'enseignement à distance, même si je ne l'avais pas préparé auparavant. Ce qui fait que c'est de l'enseignement à distance, c'est que je ne peux pas regarder
les étudiants véritablement droit dans les yeux lorsque je leur explique quelque chose ou lorsque je passe des consignes de travail. C'est de l'enseignement à distance parce que c'est extrêmement difficile, c'est possible, hein, mais c'est extrêmement plus compliqué d'organiser de la coopération entre élèves en ce moment. Voilà. Et donc, pour toutes ces raisons, c'est ça qu'on appelle l'enseignement à distance. Alix, tu voulais prendre la parole? Oui, je disais ici, nous, ça a vraiment été un mot d'école de la part de la direction, et à chaque fois, c'est rappelé aux parents, pardon, c'est qu'on est dans du emergency remote learning, c'est de l'enseignement à distance d'urgence, et en rappelant qu'on fait tous ce qu'on peut. Et voilà, nous, la grande question qu'on a, c'est notamment vis-à-vis des interactions absentes entre élèves, même si elles sont, grâce aux différentes choses qu'on a mis en place, notamment avec CISO, on peut les faire réagir les uns les autres, les uns sur le travail des autres. Ça n'a rien à voir avec une interaction 6 heures par jour en classe. Mais en tout cas, on a vraiment insisté sur c'est un enseignement d'urgence. C'est pas notre travail. Ils n'ont pas choisi ça. Puis pour nous, ils ont par défaut pas choisi l'école à la maison puisqu'ils payent pour aller dans une école privée. Donc ils sont vraiment contre l'école à la maison, entre guillemets, encore plus de par le choix qu'ils ont fait. Et c'est pas mal en fait, comme la directrice a fait passer un article là-dessus, et ça a permis de remettre les choses au point en disant écoutez, on fait tout ce qu'on peut, on sait que pour vous c'est pas facile, pour nos enseignants non plus. C'est de l'enseignement d'urgence. Vous ne l'avez pas choisi, nous non plus, les enfants non plus. Ouais. Et malgré le fait qu'on ne l'ait pas choisi, on est obligé d'assurer, et peut-être encore plus de vous que d'autres enseignants, mais d'assurer une certaine qualité. Oui, oui, justement, c'est à ça que je voulais en venir. C'est plutôt de l'enseignement, justement, comme vient de dire Alix, que de l'enseignement à distance, comme on le connaît. Et d'autant plus que les élèves ont vraiment la difficulté de s'y mettre, quoi. C'est quand même nouveau pour tout le monde, pour les enseignants, mais également aussi pour les enfants. Et je pense surtout par rapport aux enfants, parce que quand on parle d'enseignement à distance, on le choisit, et donc si on le choisit, on va s'y mettre, on va essayer de comprendre les règles, etc. Or, ce qui se fait, c'est dans l'urgence, comme l'a dit Alix, et là, oui, je peux parler d'enseignement à distance. En fait, c'est un point de vue, pas un point de vue, une réflexion que je voulais qu'on en parle, surtout par rapport aux élèves, à la position de l'élève dans cette situation. Merci. Ouais, merci Alima. Ouais. Et pardon, je voulais juste ajouter quelque chose. On parlait les grands se démotivent. Les petits aussi, ils arrivent à être motivés sur des petites choses. Mais tout à l'heure, Sylvain parlait de nous, on a de la chance de pouvoir faire des zooms. Moi, j'ai pas un zoom où j'ai pas un enfant qui part ou qui se met à pleurer. Même si je vois que psychologiquement, c'est très très dur. Et pas le dernier, mais le précédent, je leur ai dit, moi, j'aime pas la classe comme ça. Pour moi, c'est pas ça l'école. Et genre, parce qu'en bas, j'avais toute une ringuette d'enfants qui faisaient la tête. C'est hyper dur pour eux aussi, même pour des petits. Là, ce que tu expliques, Alix, c'est que c'est difficile pour des enfants, même en organisant des classes virtuelles régulièrement. Complètement. Moi, j'ai pas un Zoom, donc mes élèves ont un Zoom par jour. Moi, ils en ont 2 avec moi sur la semaine, le lundi et le vendredi. Depuis que j'ai commencé, donc ça fait 5 semaines de Zoom, ça fait 10 Zooms. J'en ai pas eu un seul où tous les enfants étaient comme ils sont en classe, c'est-à-dire souriants, présents, etc. J'ai les mails des parents après. Hein. Ouais. Selma, merci Alix. Selma. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais tout d'abord parler des avantages des classes virtuelles. Alors, moi, je suis prof de SBT au Maroc. J'ai des 4e et des 3e. Et j'ai remarqué que j'avance très, très bien dans mon programme. C'est-à-dire que je ne perds pas mon temps à dire à celui-là, calme-toi, tais-toi, ou j'avance
j'avance dans le programme, la progression, j'avance parfaitement. Mais le problème, c'est que pour les troisièmes, puisque l'objectif à court terme des troisièmes, c'était le brevet. Donc, ils voyaient que le brevet, préparer le brevet. Voilà, attention, ça, c'est une question brevet ou ça. Là, ils commencent à se démotiver parce que ils disent que voilà, on n'a plus de brevet, donc ça sert à rien. Ça sert à rien de suivre la continuité pédagogique. Mais après, moi, j'essaye de leur dire non, moi, depuis le début de l'année, je leur dis, je vous prépare pour le lycée, pour voir l'université, pour le long terme. Je ne vous prépare pas que pour le brevet. Mais il y en a certains, la majorité ont lâché. Ils sont démotivés, ils n'ont plus envie, ils sont plus là, ils font plus rien. Ouais, effectivement, ça pose la question là de cet enseignement à distance d'urgence de la continuité pédagogique. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors, une fois, je vous rappelle que ce n'est que mon avis. Hein, je suis pas plus expert que vous sur ce qu'on est en train de vivre là, sur la situation. Hein. Au regard des travaux que j'ai pu mener là sur la formalisation de l'acte d'apprendre, sa modélisation. Je ne sais pas si vous avez pu regarder cette vidéo. Elle dit en résumé que apprendre, ça correspond à 4 activités intellectuelles. Être attentif pour accéder à l'information, comprendre des notions nouvelles, c'est-à-dire relier ces informations à ce qui a été précédemment construit dans l'expérience de l'élève apprenant. La troisième activité intellectuelle, c'est rendre durable et réduire la charge mentale d'accès à ce qui s'est construit d'un point de vue cognitif, donc tout ce qui est de l'ordre de la mémorisation ou de l'entraînement. Et puis la quatrième activité cognitive, c'est celle que moi j'appelle du transfert, c'est-à-dire qui consiste à réutiliser dans des contextes différents de ceux de l'école ce qu'on a commencé à apprendre à l'école. Voilà. C'est ce qu'on appelle dans notre vocabulaire professionnel développer des compétences. Qu'est-ce que c'est qu'une compétence? C'est la capacité justement à pouvoir utiliser quelque chose qu'on a appris, mais dans des contextes différents. Voilà. Alors, si il y a un domaine de ces 4 activités cognitives qui est particulièrement empêché dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, c'est celui de la compréhension de notions nouvelles. Voilà. C'est-à-dire que les outils numériques, les classes virtuelles, vont nous permettre de travailler, d'ancrer, de solidifier tout ce qui est mémorisation, diversification, voire même de développer des mises en activité des élèves. On en a discuté lors des sessions précédentes là avec Jérôme. Alors je ne sais pas ce que vous faites, hein, mais même nous à l'université, là, les visioconférences que l'on met en œuvre avec les étudiants ne dépassent pas 3/4 d'heure. Voilà. Et avec des enfants, quand je dis enfants, c'est 10-12 ans, hein, c'est une demi-heure maximum. Avec des enfants maternels, je ne sais pas combien, Alix, tu passes avec eux, mais ça peut pas, moi je m'imagine bien un quart d'heure, 20 minutes. Parce que plus, c'est difficile en fait de rester actif face à un écran, parce qu'on n'a pas toutes ces petites zones de motivation et d'accroche que donne la présence physique des copains et d'un enseignant. Voilà. Même si on les voit, il y a une déperdition humaine très importante. Et donc, c'est la raison pour laquelle on peut, à distance, assurer cette continuité pédagogique avec des ajustements hein, et des choses à inventer du côté de la mémorisation, de l'ancrage, de la solidification des apprentissages et du côté du travail sur développer des compétences.
pourrais vous donner des exemples auxquels j'ai eu accès. Hein. Mais vouloir faire le programme, alors c'est un peu paradoxal parce que vouloir continuer le programme et boucler le programme, c'est paradoxal parce que, comme le disait Selma, je crois, c'est possible. Et effectivement, en tant qu'enseignant, on est moins gêné par des comportements parasites puisqu'il n'y a pas la classe. En tout cas, ils sont derrière leur ordinateur. Mais c'est le plus risqué. C'est-à-dire que c'est en voulant boucler son programme qu'on va pouvoir avancer. C'est paradoxal parce qu'on peut avancer et effectivement, on peut plus facilement boucler son programme. Mais c'est en faisant comme ça qu'on perd le plus d'élèves. Alors c'est là où il y a une on appelle en philosophie on appelle ça une aporie, c'est-à-dire une tension entre des opposés mais qui sont nécessairement présents. Et cette aporie elle est encore plus forte pour vous en tant qu'enseignant dans la mission laïque. C'est-à-dire qu'on doit choisir, parce qu'enseigner c'est choisir, entre enseigner pour tous et à ce moment-là réduire ses exigences par rapport au fait de vouloir finir le programme, parce que plus on veut vouloir le finir, plus il y a des élèves qui vont se mettre sur le côté, ou faire le programme et répondre aux attentes fortes de certaines familles que cette période de confinement n'altère pas le chemin scolaire que leurs enfants doivent faire, mais au détriment d'autres élèves. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'aimerais pas être à votre place, parce que c'est difficile de pouvoir essayer de trouver une solution à une aporie qui présente deux exacts contraires. Soit enseigner pour tous, mais en réduisant ses exigences, soit n'enseigner que pour certains, mais accepter qu'il y en ait beaucoup qui restent sur le côté. Voilà. Et là, voilà, c'est peut-être que la conséquence la plus tragique au niveau pédagogique, hein, pas au niveau sanitaire, hein, mais au niveau pédagogique de cette période, elle est là. C'est qu'on va devoir choisir. Alors Alima explique qu'on ne maîtrise pas la captation de l'intention de tous les élèves. Eh ouais, effectivement. Effectivement. Euh, donc, donc voilà, alors peut-être que je réfléchis à ça, qu'est-ce qui pourrait quand même aider à la résolution de cette aporie. Peut-être, alors c'est de se dire non, je renonce surtout avec dans des classes là dont on parlait tout à l'heure, des classes de 3e ou des classes de 4e, 3e, hein, ou des classes de lycée. Renoncer à toute nouvelle notion travailler avec les élèves, c'est peut-être un peu radical. Continuer à faire le programme comme si de rien n'était, il faut pas s'étonner qu'il y ait beaucoup de déperditions. Bon. Peut-être que l'entre-deux, c'est un concept didactique dont peut-être vous avez entendu parler, qui s'appelle la notion didactique de notion de noyau. Voilà. C'est quelqu'un comme Guy Brousseau qui parlait de ça dans le champ des didactiques des mathématiques. Une notion de noyau, parmi toutes les notions que l'on doit enseigner, qui sont présentes dans les référentiels, les programmes et les curricula, c'est ce qui, nous, en tant qu'enseignants, nous semble central dans la discipline que l'on enseigne et selon l'âge des enfants à qui on s'adresse. Alors, je peux donner un exemple. Dans l'enseignement du nombre, en cycle 3 par exemple, un exemple de notion de noyau, ça va être le nombre décimal. Voilà. Et un enseignant qui travaille avec des enfants qui sont l'équivalent du CM1, qui n'a pas eu la possibilité pendant la première partie de l'année, c'est-à-dire dans des présences ordinaires, avec la présence ordinaire des enfants, d'aborder cette notion de noyau-là, il peut mettre le paquet sur ça.
Mais d'autres notions comme, si on prend en grammaire, les classes de déterminants, ça c'est pas du tout une notion de noyau. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire un parcours scolaire entier et puis ne jamais avoir entendu parler de ces notions-là et ne pas être du tout embêté à la fois pour les épreuves scolaires que sont les examens et puis aussi pour ensuite le transfert dans le monde professionnel. Même si on veut devenir enseignant après et qu'on n'a pas entendu parler des classes de déterminants quand on était élève, on peut très bien se les approprier et puis les retravailler en tant qu'enseignant. Voilà. Donc peut-être qu'un intermédiaire, ça serait de déterminer pour les enfants avec qui on est peut enseigner quelles sont les quelques notions noyaux sur lesquelles on va prendre le risque de travailler des notions nouvelles avec les élèves à distance. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à intervenir là-dessus. Sachant que pour moi, la continuité pédagogique, c'est pas uniquement de travailler sur des notions de noyau. C'est principalement deux activités, mais que chacun d'entre nous en fait déjà. Hein. La première, c'est faire école. Faire école, c'est la possibilité qui est offerte aux enfants et aux élèves de se rendre compte et de se rappeler qu'ils font partie d'un collectif. Et que ce collectif est différent de celui de l'exercice de leur confinement, c'est-à-dire leur famille. Je peux donner un exemple. J'ai assisté là parce qu'on m'a mis les accès ouverts. Des moments tout simples de classe virtuelle où l'enseignant se contentait de laisser l'accès ouvert aux élèves qui étaient connectés. Et on voyait se passer quelque chose qui peut paraître complètement anodin, c'est-à-dire des interactions verbales entre des jeunes qui en venaient à échanger avec des copains qu'ils n'avaient plus vus depuis le début du confinement et par ces échanges constataient bien qu'ils faisaient toujours partie de ce collectif-là et que l'école existait à travers même ces canaux de communication que sont le numérique. Donc la première activité forte que l'on peut assurer par l'intermédiaire des classes virtuelles, c'est de mon point de vue, donner la possibilité au collectif de continuer d'exister. Alors après, je ne sais pas comment vous êtes organisé, mais on s'est aperçu que d'organiser des classes virtuelles avec tous les élèves de la classe, c'était très compliqué et c'est bien évidemment et malheureusement surtout compliqué pour les élèves les plus fragiles. Voilà. Donc c'est pour ça que souvent on entend parler de classes virtuelles avec des petits groupes de 4 à 8 élèves. Et puis avec des roulements de groupe de manière à ce que peut-être au moins une fois par jour, chaque élève puisse participer à une session de classe virtuelle. Voilà. Alors Alix explique que c'est difficile, notamment pour les parents, quand on a des petits, d'admettre qu'apprendre, ce n'est pas tout réussir du premier coup. Ouais. Ouais. Mais voilà, peut-être que le deuxième élément, à côté de ce dont parle Jérôme, là, des récréations en salle de visio, ça peut être le fait que si on se centre sur de l'entraînement, de la mémorisation, on s'appuie sur des notions scolaires et une culture de classe qui a déjà été travaillée en situation de présence physique. Et donc on réduit peut-être le fait de vouloir faire réussir du premier coup, puisque c'est des choses qu'on a déjà vues. Mais c'est pas parce qu'on les a déjà vues, déjà qu'elles sont acquises pour tout le monde, et de deux qu'elles sont acquises de manière durable, ce qui est le propre de la mémorisation. Donc c'est pour ça que le deuxième gros chantier de la continuité pédagogique, ça reste l'entraînement, la consolidation des acquis. Et puis alors peut-être que les enseignants qui sont avec des adolescents là
vous pourrez témoigner, mais combien il y a d'adolescents, par exemple en mathématiques, à qui, dès l'école primaire, on a enseigné la notion de fraction, par exemple, et puis qui l'ont complètement oublié. Voilà. Alors Selma explique, je l'ai fait tout à l'heure, ils ont commencé à s'insulter comme dans une récré normale. Et ouais, alors là c'est là où c'est intéressant, c'est que le fait qu'il y ait des conflits, ben, ça rappelle qu'on fait partie d'un collectif. Un collectif n'est pas toujours un groupe où tout se passe bien. Et le fait d'être en confrontation avec d'autres, ben c'est ça aussi, c'est une des caractéristiques du sentiment d'appartenance. Alors après, il y a des intensités dans le conflit, bien évidemment, hein. Mais le fait d'avoir des attirances et des inimitiés avec certains et avec d'autres, ça fait partie des réalités et des certitudes qui nous renvoient qu'on fait partie d'un groupe et qu'on n'est pas tout seul dans notre coin perdu. Voilà. Alic explique que des rencontres virtuelles avec les parents permettent de les aider, à les accompagner là-dedans. Ouais. Ouais. Peut-être aussi que les parents ont besoin de s'entendre dire que ces rencontres-là en classe virtuelle, elles servent aussi à rappeler aux enfants qu'ils ne sont pas éjectés d'un groupe auquel ils font partie. Et que ce groupe-là, même s'il n'existe que de manière numérique, il existe toujours. Voilà. Alors ça va dépendre d'une éventuelle reprise des classes, mais a priori, il y a certains de vos établissements pour lesquels il n'y aura une reprise qu'au mois de septembre, c'est-à-dire potentiellement avec de nouveaux groupes et de nouvelles classes. Voilà. Donc il y a un enjeu encore plus fort peut-être de travailler cette dimension collective. Alors, Alexandre demande quelle application vous nous conseillez pour nos classes virtuelles. Alors, je n'en conseille aucune parce que je ne suis pas spécialiste des technologies éducatives. Moi, je vois, en France, il y a des contingences particulières qui sont les RGPD, hein, c'est-à-dire que les enseignants français ne peuvent pas utiliser toutes les applications. Mais au final, je m'aperçois que les enseignants utilisent ce qui leur semble le plus approprié et que personne ne leur dit rien. Voilà. Donc effectivement, WhatsApp, Discord, Zoom, tous ces trucs-là qui posent des problèmes du point de vue de la protection des données normalement ne peuvent pas être utilisés, mais dans des conditions de crise telles que celles qu'on rencontre maintenant, qui ne sont pas durables, on peut bien évidemment faire exception. Hein. Voilà. Moi j'ai envie de dire que l'intérêt d'une communication fluide pour faire collectif avec les enfants est plus importante aujourd'hui et dans ce contexte très particulier, ce contexte d'urgence, que le fait de respecter des règles de confidentialité qui s'entendent dans des situations beaucoup plus ordinaires. Alors il y en a qui utilisent Teams. Voilà, alors tout ça, il y a des problèmes RGPD, il y a des problèmes aussi Teams, c'est Microsoft, si je me souviens bien. Là, il y a des problèmes aussi de promotion d'un certain nombre de marques, mais bon, voilà, tout ça, on fait avec ce qu'on a, et des fois, ce qu'on a n'est pas exempt de tout reproche. Hein. Mais bon, il vaut mieux bien utiliser quelque chose avec quelques limites, plutôt que de rompre toute communication avec ses élèves. On a tendance à passer, et Thème explique qu'on a tendance à penser que les enfants et les ados restent très connectés, jeux en ligne, groupe WhatsApp, mais en fait ces rencontres de classe sont différentes et ils en ont besoin. Je suis entièrement d'accord avec cette idée-là. Hein. Nous on voit à l'université, ils sont adultes, hein, les étudiants. Hein. La fracture numérique est très très importante, hein, très importante. Cette histoire-là de théorie de génération X et génération Y, et maintenant on pointe le doigt là. On pointe le doigt sur une fameuse génération Z qui serait une génération numérique. Ça, c'est une théorie fantoche hein, qui ne repose sur aucune réalité sociologique ou psychologique. Hein. Le cerveau des enfants n'a pas été modifié avec la révolution numérique. Hein. Michel Serres l'avait particulièrement bien expliqué dans son petit livre là qui s'appelle Petite poussette. Hein. Voilà.
Yannick explique qu'il termine toutes ses séances de visio en demi-groupe en laissant les 5 dernières minutes où je sors de la réunion pour les aider à communiquer ensemble. Ouais, super. Super. L'autre jour, il y avait une enseignante là qui expliquait qu'elle faisait exprès de commencer 5 minutes ou 10 minutes, je ne sais plus, 10 minutes en retard, justement pour laisser la possibilité aux enfants, avant de commencer, d'avoir ces échanges-là, parce qu'il y a de véritables vertus éducatives à laisser ces échanges se nouer. Parce qu'en fait, sans nous, ils se font pas. Hein. Ou ils se font de manière bien plus privée. Quand mon micro ne fonctionne plus et que je dois me reconnecter, je les retrouve souvent en train de parler beaucoup plus que quand je suis là. Voilà. Ça, c'est ce que vous dites là, ça me fait penser aux théories de Jacques Rancière. Je ne sais pas si vous avez lu son livre là qui s'appelle Le Maître ignorant. Le Maître ignorant, où il décrit l'expérience d'un pédagogue français qui s'appelle Joseph Jacotot au XVIIe siècle et qui n'a pas eu d'autre possibilité que d'aller enseigner le néerlandais à des néerlandais alors que lui ne parlait pas un traître mot de néerlandais. Je ne sais pas si vous voyez où est le problème, un problème assez important. Et puis Joseph Jacotot, alors on ne s'appuie qu'uniquement sur ses dires, hein, sur ses carnets de témoignages. Et Joseph Jacotot explique qu'il y est arrivé. Et Jacques Rancière, qui est un philosophe de l'éducation, en a déduit de cette expérience pédagogique une théorie qui consisterait à dire que on peut être enseignant, faire œuvre d'éducation sans être un expert. Et justement parce que, de manière horizontale, les élèves sont en mesure de pouvoir s'entraider de manière très forte et faire école. Alors ça a donné lieu, ces expériences-là, notamment à ce qu'on appelle les classes mutuelles, où il n'y avait qu'un seul enseignant pour des fois plusieurs centaines d'élèves. Hein. Voilà. Alors Philippe, est-ce bien d'enregistrer tous les textes, poésie, histoire, conte, ou faire des petites vidéos, leur envoyer, j'arrive pas à lire, si vous voulez prendre la parole, Philippe, faites-le. Hein. Leur envoyer des messages vidéo personnalisés pour les remercier de leurs travaux qu'ils m'envoient par mail ou déposent sur le drive, parfois amusantes sur une nouvelle notion comme les décimaux avec ma voix pour qu'ils écoutent et ne faire que 3 visioconférences Zoom par semaine, comme conseillé par jour car le son n'est pas toujours très bon. Ok. Moi, je vois une précaution dans ce dont vous parlez, Philippe, là. C'est que cette période d'enseignement à distance ne soit pas culpabilisante pour les enseignants. Voilà. Parce que effectivement, tout ce que vous décrivez, c'est possible. Mais multiplié par le nombre d'élèves, ça devient, de mon sens, très anxiogène. Surtout quand on regarde sur les réseaux sociaux, où on voit plein d'enseignants qui témoignent de super projets qu'ils arrivent à mener. Et il n'y a pas longtemps, là, vous pouvez aller sur le site des cahiers pédagogiques, on a publié un texte d'une enseignante qui dit qu'elle n'y arrive pas. Voilà, elle n'y arrive pas. Et le principe, ça serait effectivement de faire ce qui est dans nos capacités, dans nos possibilités techniques, temporelles, physiques, affectives, psychologiques, mais sans se mettre dans le rouge. Parce que déjà, la période va durer, et donc il faut qu'on tienne, et qu'on tienne solidement. Et la deuxième chose, c'est que on est enseignant, mais on a aussi une vie à côté. Et le principe serait que notre vie professionnelle ne fasse pas exploser notre vie personnelle. Voilà. Je pense que un enseignant heureux dans sa vie personnelle a plus de chances d'être épanoui dans sa vie professionnelle. Donc tout ce que vous décrivez, c'est possible, c'est intéressant, dans la mesure où ça ne nous met pas dans le rouge en termes d'activité. Hein. Et tout ce qui est possible par l'intermédiaire du numérique, c'est un puits sans fond,
tellement on peut faire des vidéos, on peut créer des sessions, on peut faire des quiz participatifs. L'autre jour, j'ai travaillé avec l'application qui s'appelle Quizlet. C'est vrai que c'est un truc super ce truc-là, mais voilà, pour faire une petite application avec 20 questions et des cartes qui se retournent quand on a les bonnes réponses, eh ben, ça prend 2 heures. Et les élèves mettent 5 minutes à la faire. Hein. Voilà. Donc oui, c'est intéressant. Ce qui me semble, ce à quoi je pense là dans ce que vous expliquez, c'est que c'est intéressant aussi de donner la main aux élèves. Et dans la quatrième activité cognitive là, qui détermine le fait d'apprendre quelque chose, le transfert, le fait de leur donner la possibilité de créer des supports où c'est eux qui vont témoigner de la maîtrise d'une notion, d'une connaissance ou d'une compétence scolaire pour mettre à disposition des copains et des copines leurs ressources, alors sous forme de courtes vidéos, par exemple avec Adobe Spark, ou sous forme de photographie d'une maquette, ou sous forme d'une formalisation qu'on présente sous en PDF. Enfin, il y a plein de choses possibles qui peuvent être créées par les élèves. Ça demande pas beaucoup d'énergie pour l'enseignant. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ensuite sur les plateformes, on va pouvoir mettre à valoriser toutes ces productions et de fait diversifier pour les autres copains et copines de la classe des notions scolaires qui sont présentées peut-être moins didactiquement parce que elles ont été créées par des élèves. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors je ne suis pas d'accord sur les différentes générations. Le cerveau a la capacité de s'adapter à l'écosystème. Oui, c'est ça. En tout cas, il y a des travaux scientifiques là, qui ont été publiés sur le site de l'IFE et qui expliquent pourquoi ces théories de génération X, Y ou Z, là, c'est amusant, c'est facile à comprendre, mais ça ne repose sur rien de véritablement sérieux. Anne-Marie, elle a 3-4 élèves en CP qui ne réalisent aucune activité proposée. Donc là, vous avez proposé plein de supports là, mais que je récupère grâce à 2 connexions par jour que je réalise, tous présents et contents. Voilà, donc vous arrivez, si j'ai bien compris, à compenser la difficulté que ces enfants ont à travers ce que vous proposez de manière commune aux enfants, en organisant des sessions individuelles avec eux. Ouais. Ce que je vois, mais je l'ai vu avec des enfants plus grands hein, que des enfants de 6 ans en CP, ce que je vois aussi, c'est par exemple de laisser des élèves organiser des réseaux d'aide mutuelle qui s'activent sans la présence de l'école et de l'enseignant, par l'intermédiaire des téléphones ou des réseaux sociaux justement. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de WhatsApp. J'ai assisté à des échanges entre 2 collégiens de 6e de ce que l'enseignant organisait en classe virtuelle. Sauf que ce que l'enseignant a mis à disposition, c'est un espace où les élèves qui reconnaissent être en difficulté dans un domaine le signifient, et puis un autre ou une autre se propose pour créer de l'interaction par l'intermédiaire de réseaux sociaux, par exemple de leurs parents. Voilà. Mais disons que ça a l'avantage, là, ces échanges un peu parallèles, de compléter et de décharger la nécessaire intervention de l'enseignant dans l'accompagnement de tous les enfants. Un expert n'est pas forcément un bon enseignant. Oui, alors ça voilà, ça il y a des débats. Hein. En France, on est quand même majoritairement sur un paradigme que pour enseigner, il faut d'abord être un expert. Hein. Pour passer un concours de recrutement pour devenir enseignant, on a d'abord besoin en France de montrer qu'on dispose des diplômes dans la discipline qu'on veut enseigner. Hein. Voilà. C'est pas le cas. On est quand même dans cette logique-là.
certains foyers n'ont pas les moyens qu'un de leurs enfants monopolise l'ordinateur. Ouais, alors ça, voilà, ça, je sais pas quelles sont vos réalités, qui sont certainement très différentes d'une école à l'autre, d'une classe à l'autre et d'un enfant à l'autre à l'intérieur de chaque classe. Mais en France, c'est très fort, ça. Hein. C'est très très fort. Hein. Surtout en éducation prioritaire. Hein. Il y a même en éducation prioritaire, il y a des familles où le seul moyen de connexion numérique, c'est le seul téléphone portable de la maman ou du papa. Hein. Et donc là, c'est extrêmement réduit. Hein. Donc c'est là où la brièveté des connexions, où les réseaux d'aide qui peuvent être tissés entre enfants par l'intermédiaire de supports d'organisation de ces communications mises à disposition par l'enseignant, ça peut être extrêmement salutaire. Et c'est là où toute bonne initiative est certainement à encourager. N'hésitez pas à intervenir hein, si je suis pas clair ou si vous n'êtes pas d'accord, hein, parce qu'on a le droit de pas être d'accord. Hein. Personne n'a de certitude en ce moment-là. Il y a un support là qui... Oui, Alix? Oui, moi je trouve assez stressant l'idée que ça va revenir. C'est-à-dire que là, on est dans un truc d'urgence, mais ben voilà, les infos ce matin ou partout, on sait qu'il y aura d'autres vagues et ça risque d'arriver à nouveau. Là, on a le bénéfice du c'est urgent, on découvre. Maintenant, ça veut dire qu'à partir de septembre, il va falloir penser l'enseignement comme potentiellement étant coupé par un confinement. Et ça, je trouve ça hyper stressant et peut-être que les parents qui sont assez compréhensifs maintenant, surtout dans nos établissements privés qui payent très cher, etc., ben voilà, le seront moins, même pour nous. Comment on prépare une classe avec une peut-être prévision de confinement. Enfin, ça, moi, c'est ce que je trouve le plus difficile en ce moment. Dans un futur un peu plus lointain. Oui, c'est difficile parce que on pourra pas dire, comme tu l'as expliqué en septembre, qu'on n'était pas prévenu. Voilà. Moi, c'est un peu ce qu'on me dit dans mon université, où, comme vous, on subit le confinement et l'arrêt brutal des cours. Et puis, il y en a certains qui nous disent, oui, mais bon, de toute façon, vous, en tant qu'enseignant dans cette université, vous étiez déjà préparé parce qu'il y a 2 ans, pour des raisons de contestation sociale, il y a eu le blocage total des cours par les étudiants. Et donc, on a dû, en urgence, inventer d'autres manières de faire cours. Mais c'est pareil, en fait, pour tous les enseignants du monde. Là, en septembre, effectivement, ce qu'on est en train de vivre, d'inventer, de créer maintenant, c'est une forme de préparation à ce qui potentiellement pourrait se représenter en septembre ou plus tard. Ou plus tard, on ne sait pas quand ça peut revenir. On ne sait même pas si ça va revenir. Il y a de fortes présomptions pour qu'un jour ça revienne. Mais on ne sait pas. En tout cas, on ne pourra plus dire qu'on n'a pas eu le temps de se préparer. Ce qui me semble fécond en termes de préparation, c'est le fait de mettre de penser l'organisation et la conduite de la classe virtuelle en collectant, en centralisant des outils qui vont aider les enfants à consolider les notions. Voilà. Et ce qui me semble intéressant là, c'est de s'appuyer sur des outils qui mettent à disposition de l'autocorrection. Parce que derrière l'autocorrection, il y a une vertu très intéressante en termes d'apprentissage, c'est la notion de rétroaction. On dit souvent les feedbacks. Lorsqu'un élève s'autocorrige, il obtient un feedback sans la présence de l'enseignant. Et ça, l'autocorrection, les dispositifs pédagogiques autocorrectifs, comme on peut les voir dans les fichiers, dans certains fichiers freinés, pas tous, hein, ou dans les fichiers d'un éditeur qui s'appelle CEDRAP, je crois bien, qui était à l'origine de
construction des dispositifs pédagogiques du CNED, c'est une piste d'avenir un peu solide. Non pas pour découvrir de nouvelles notions, on en a parlé tout à l'heure, mais par contre pour mettre à disposition des ressources pour aider les élèves à mémoriser sur des temps longs, ça c'est intéressant. Et peut-être que voilà, tout le temps que l'on consacre aujourd'hui, entre guillemets, à sauvegarder ce qu'on met à disposition des élèves aujourd'hui pour potentiellement le réutiliser plus tard, ça peut être intéressant. Il y a des débats qui disent est-ce que la pédagogie d'après-confinement sera différente de celle d'avant-confinement? Pas forcément. Pas forcément. Il y en a certains qui disent oui et qui sont très optimistes, et puis d'autres qui disent ben non, en fait, si les risques de pandémie ont complètement disparu, qu'est-ce qui pousserait des enseignants à adopter de nouvelles façons d'enseigner? D'autant plus que des nouvelles façons d'enseigner ne sont pas forcément meilleures que celles qu'on utilisait auparavant. Bon. Mais voilà, cette situation particulière, elle nous donne la possibilité d'anticiper un éventuel retour de ces conditions-là. Je pense que les supports pédagogiques avec de l'autocorrection font partie de ce qu'on peut sauvegarder en ce moment. Alima, vous voulez prendre la parole? Oui, enfin justement, moi, ce que vient de dire Jérôme, c'est à quoi je pense. Moi, je pense qu'il faut profiter de cette situation-là, parce que l'enseignement à distance tel qu'il est fait maintenant, pas tel qu'on l'a subi, parce que bon, moi je pense qu'on l'a tous subi, mais avoir fait connaissance d'un certain nombre d'outils qui sont intéressants. L'idéal, ça serait justement pour prévenir, c'est que on intègre ces outils-là pour les enseignants, mais surtout pour les élèves, pour pouvoir, comme vous dites, soit pour le retour, le feedback, ou même pour l'auto-évaluation, parce que ça permettrait au moins que si pandémie il y a à l'avenir, bon, ben, tout le monde sera un petit peu imprégné au moins d'un ensemble d'outils qui permettraient d'aller de l'avant, quoi. Et ça, je trouve que malgré tout, c'est formidable qu'on ait eu cette expérience, parce que personnellement, j'ai tellement appris, même si ça demande beaucoup de temps, j'ai tellement appris pendant cette courte période-là que bon, ben, il faut essayer de positiver et mener ça, voilà. Donc, c'était surtout mon point de vue que je voulais apporter. Merci. Merci Alima. Bon, merci à tout le monde pour la qualité de vos interventions et du souci dont vous faites montre dans l'accompagnement de vos élèves. Voilà, c'est important d'être présent dans ces périodes-là. Ça va laisser des traces, même si au moment où on est en relation, on s'en aperçoit pas, et même on a peut-être tendance à l'oublier. Voilà. Ce que vivent des enfants au quotidien avec leurs parents, c'est une chose. Le fait d'être régulièrement en contact avec un enseignant et avec leurs anciens entre guillemets copains, ça leur permet d'être convaincus qu'ils ont toujours des copains et qu'ils ne sont pas tout seuls.